Aujourd'hui, je vais vous parler de chemin que fait votre requête pour aller de votre ordinateur, de votre navigateur, jusqu'au serveur et puis revenir à votre navigateur. Autrement dit, comment une page web fait-elle pour s'afficher dans votre navigateur? Par quel tour de magie une simple demande peut-elle parcourir le tour de la Terre et arriver à vous afficher un résultat de recherche Google? Nous allons voir cela en plusieurs étapes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une vision macro et on ira voir à travers différentes vidéos en détail ce qu'il se passe. Commençons par la base. Au départ, Internet, c'est une requête pour une réponse. C'est la définition même de la RFC HTTP que vous aurez l'occasion de lire et dont on vous parlera plusieurs fois. Tout part donc d'une requête, d'une demande. La vôtre, celle de votre navigateur. Prenons donc un cheminement simplifié de votre requête. Comment et par où passe-t-elle pour arriver jusque chez vous? Imaginons que vous faites une recherche sur Google. Vous allez donc arriver sur la page google.com/search. Si vous prenez votre navigateur, vous allez voir qu'en réalité cet appel est un petit peu plus compliqué, puisque derrière le /search, vous aurez des éléments supplémentaires, ce qu'on va appeler des query parameters ou une query string. En l'occurrence, il y a un bout de cette requête qui commence par un point d'interrogation et qui contient quelque part dedans, peu importe à quel endroit Google l'a mis, Q égale Donkey School, si j'ai recherché Donkey School. Ce Q, c'est le query string que Google va utiliser. Tous ces éléments, ils finissent par arriver sur les serveurs de Google, sur les serveurs web. On verra dans différentes vidéos de réseau qu'il y a différentes natures de serveurs et qu'en fonction de la nature de la requête, on arrive sur différents serveurs. Le serveur de Google va donc aller chercher gentiment dans ses fichiers le bon fichier qui va être capable d'afficher votre page. On verra que c'est un peu plus compliqué, qu'il n'y a pas qu'un fichier avec toutes les requêtes pré-remplies, mais qu'il va aller chercher dans des bases de données, etc. Mais peu importe, cela ne nous regarde pas. Il va donc calculer notre page web et nous retourner du code source. Finalement, ce code source est peu lisible comme ça. Il va falloir que votre navigateur l'interprète, c'est son job, c'est du HTML, et à l'intérieur de ce code-là, il va détecter qu'il y a des appels à des images supplémentaires, à des pages supplémentaires, et donc il va tout simplement solliciter des appels complémentaires pour pouvoir télécharger les images ou les feuilles de style. Ces appels complémentaires vont se passer exactement de la même manière que votre première requête. Votre navigateur va émettre de nouvelles requêtes. Ces nouvelles requêtes vont être calculées par le serveur de Google, qui va vous rendre le fichier du logo ou la feuille de style de l'affichage. Donc, tout part d'une requête. Cette requête, si vous l'analysez un petit peu en détail, vous allez voir qu'elle a une structure bien précise. Une première ligne qui au final va décrire la nature de la requête. On voit en l'occurrence ici écrit get, qui est le type de verbe qu'on va donner, on verra un peu plus en détail après. Puis l'URL que je souhaite atteindre. En dessous, on va recevoir un ensemble d'entêtes. En l'occurrence, on voit ici une entête accept, qui dit que je voudrais que ce soit idéalement une image. Et enfin, le contenu de la requête. C'est cet ensemble d'informations qui va être empaqueté, traverser l'Atlantique et arriver jusqu'au serveur de Google. 200 millisecondes plus tard, voire moins, on le souhaite pour Google, votre requête est prête et elle est calculée et il vous renverra votre réponse. Cette requête, on en a parlé, elle contient le verbe get. Ces verbes portent beaucoup d'informations. C'est grâce à cette information, au final, qu'on sait la nature de l'action que vous demandez à Google. Du coup, l'élément le plus important de la requête, en tout cas un des éléments qui constitue la requête et qui a toute son importance, c'est ce verbe. Ce verbe, il y en a différentes natures, et ils vont indiquer l'action, le type d'action que vous souhaitez réaliser sur l'URL. En l'occurrence, get, c'est je souhaite récupérer l'information, les données. C'est celle qu'en tant que jeune développeur, vous allez utiliser le plus. Vous allez simplement afficher des pages web. Puis progressivement, vous allez utiliser beaucoup post. Post, c'est quelque chose à utiliser à chaque fois que vous allez envoyer des données de formulaire. D'accord? J'envoie des données. Ensuite, dans votre apprentissage du développement, vous allez découvrir les autres verbes de cette liste, et encore d'autres, qui vont prendre tout leur sens et qui vont avoir différents rôles, différentes actions. On en voit quelques-uns ici listés. Get pour lire, on en a déjà parlé. Post servira davantage à la création. Put à la mise à jour. Delete à la suppression. Et patch à des mises à jour partielles. Vous aurez donc à manipuler ces différents verbes plutôt que de changer d'URL.
Et l'intérêt, c'est tout simplement que, à travers ce verbe qui est obligatoire dans la requête HTTP, on passe déjà de l'information, et du coup on fait de l'économie d'informations sur le réseau, de l'économie de trame réseau, et donc on économise de la bande passante, de la connexion Internet, et au final, de l'argent, et c'est plus écologique. Tout cela a été calculé, votre serveur a calculé la requête, et il va décider de vous rendre une réponse. Cette réponse, afin que les machines puissent se comprendre, doit elle aussi être standardisée, être normée. Une réponse HTTP a donc la structure suivante. Tout d'abord, on commence par une entête HTTP/ la version, en l'occurrence ici, 1.1. On parlera des différentes versions de HTTP un peu plus tard. On va continuer par le status code. Ces 3 chiffres. Ces 3 chiffres 200 qui signifient OK, signifie que ça s'est bien passé. On voit juste dans quelques secondes les différents chiffres, les différents statuts, mais vous allez découvrir que à travers ces chiffres-là, on peut indiquer si on veut rediriger le navigateur, si on veut indiquer à l'utilisateur qu'il y a une erreur, etc. On n'a donc plus besoin, au final, de donner de l'information au sein de la page web. Bien sûr, on en donne pour l'humain, mais pour les développeurs et les machines, le statut suffit. Il y en a un que vous connaissez d'ailleurs très bien, qui est le fameux 404, qu'on connaît tous, qui est la page introuvable. Vous êtes déjà tombé dessus, je suis sûr. On va avoir donc en dessous un ensemble d'informations, d'entêtes. Ici, par exemple, le type de contenu, etc. Et enfin, on va avoir le contenu de la page lui-même qui va être retourné. Rentrons un petit peu plus en détail sur les différents status codes. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces jolies images avec toutes les versions des status codes sur http.4, dont l'URL est en dessous de la vidéo. Ces status codes sont regroupés par famille, c'est-à-dire que même si vous ne les connaissez pas tous par cœur, eh bien, rien que le premier chiffre va vous indiquer la nature de la réponse. Ça, c'est important à connaître, puisque déjà, ce premier chiffre va vous donner beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé. Tous les statuts de type 100 sont des statuts qui vont indiquer juste un statut d'information. Typiquement, continue ou switching protocol. C'est ce qui va nous servir quand on va charger des gros fichiers. On sait que le processus est en cours de continuation, c'est-à-dire que votre processus va continuer à se dérouler normalement et que vous avez simplement une information du serveur, comme quoi ça se passe bien. Vous allez avoir tous les statuts de la famille des 200. Ces statuts-là sont les statuts de succès. Votre demande s'est bien passée. On va avoir par exemple le 200 qu'on a vu tout à l'heure, qui est le plus utilisé, c'est OK, tout va bien, tu as la page. Et vous allez avoir des sous-statuts, 201, qui va vous indiquer par exemple que c'est created, c'est-à-dire que la ressource que vous aviez demandé de créer a bien été créée. On voit donc que ces messages, même si vous n'avez pas les chiffres après le 2, ont déjà une grosse information pour vous. Vous savez que ça s'est bien passé. Tous les 300 vont être des redirections. On va demander à l'utilisateur de suivre un nouveau chemin. On va dire la ressource n'est plus à cet endroit-là, il faut que tu ailles la chercher ailleurs. On va dire que la ressource n'est plus là, mais qu'il faut que l'utilisateur aille la chercher ailleurs. Le navigateur va donc émettre une nouvelle requête, et cette nouvelle requête va tout simplement redéclencher une nouvelle réponse. On espère que ce sera une 200. Les 400 sont donc des erreurs de la part du client. Le client, c'est le navigateur. C'est vous qui avez fait la requête, et qui par exemple avait oublié d'envoyer l'email dans le formulaire. On a donc une 400, une erreur qui vous indique qu'il manque quelque chose. Et que c'est de votre faute. Donc c'est quelque chose d'incorrect, et c'est à vous, client, qui avez fait la demande, au final, de corriger votre demande. Et enfin, vous allez avoir les erreurs de type 500, qui sont les erreurs côté serveur. Le serveur n'a pas pu se comporter correctement, il est devenu indisponible, il n'a pas pu contacter un autre service, et donc il ne peut pas répondre favorablement à votre demande. Voyons donc un petit peu plus en détail dans un terminal le cheminement d'une requête HTTP. J'ai installé pour ça, afin qu'on puisse voir en détail et en couleur, un petit logiciel sur mon ordinateur qui s'appelle HTTP-Py. On vous mettra aussi le lien dans la description de la vidéo. Ça s'installe comme un logiciel classique, vous verrez rien d'extraordinaire. C'est une ligne de commande, elle n'est pas obligatoire pour développer, mais elle va vous permettre de mieux comprendre le chemin de vos requêtes. Si je tape donc dans mon terminal http espace, donc http c'est le fameux http-py, //donkey.school, car je vais aller demander au serveur de Donkey School de m'afficher sa page, on voit ici que ma requête est partie, je n'ai pas le détail de la requête, mais que j'ai bien une réponse. Et cette réponse m'indique une 301.
On a parlé tout à l'heure des 300. 300, c'est donc une redirection. On voit ici le message, 301 moved permanently. La redirection est donc permanente. J'ai le droit de me souvenir du nouveau chemin. Et donc, le chemin qui est indiqué, c'est l'URL en HTTPS. Je tape donc l'URL en HTTPS. Et je vois, à ce moment-là, tout le code se télécharger. Et si on remonte un petit peu au-dessus, bien sûr que ce code est illisible comme ça directement par un être humain. En tout cas, il faut avoir envie d'analyser le code. J'ai bien une 200. C'est-à-dire que j'ai une page success qui s'est bien affichée, ce n'est pas une erreur, j'ai bien la page d'accueil du site de Donkey School. Et au sein de cette page, donc après les en-têtes, qui est distingué par la séparation, par le saut de ligne, il y a un saut de ligne entre les en-têtes et la réponse. Donc dans la partie de réponse, je vais obtenir ici le code HTML de ma page. Et dans ce code HTML, mon navigateur, quand il va charger, il va détecter que le site internet fait appel à différentes ressources externes, ici par exemple des polices Google, et il va donc aller réaliser de nouvelles requêtes sur ces polices Google, par exemple comme ça. Et ces polices Google vont aller me télécharger, au final, un nouveau fichier que mon navigateur pourra interpréter et éventuellement qui fera lui-même appel à d'autres fichiers. C'est le cas en l'occurrence, par exemple, pour les polices, où on a chargé un premier fichier de style qui charge les polices, puis de nouveau des polices. Toutes ces requêtes, c'est mon navigateur qui, au fur et à mesure qu'il reçoit les fichiers, va aller redemander des requêtes supplémentaires, et quand il aura tout, il s'occupera de calculer le rendu de ma page, entre guillemets, l'image qui s'affiche dans mon navigateur et que je vois en tant qu'utilisateur. Merci de votre attention, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, et n'hésitez pas à expérimenter de votre côté.